Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Jeudi 8 juin 2023, ici Danick Julien et voici votre bulletin régional Info, CJSR. Cette semaine, nous parlons de l'acquisition du barrage de Chute-Panay par la ville de Saint-Raymond. Depuis Donnacona et Cap-Santé, un plan pour créer un parc à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier est en préparation. Nous allons aussi discuter avec le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé à propos de la programmation 2023. Et finalement, on discute avec Marie-Lise Lemay et Marion Leclerc de Saint-Marc-des-Carrières pour discuter de l'exposition agricole de Portneuf. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Plus de 1 500 000 $ sont investis par le gouvernement du Québec dans le programme de prévention des inondations de la ville de Saint-Raymond. Pour ce faire, la ville entre dans sa deuxième phase pour garantir davantage de prévention dans le secteur riverain. Cette nouvelle phase vise le barrage qui est situé à Chute-Panay, alors que la ville va en faire l'acquisition. En effet, Saint-Raymond souhaite utiliser le barrage de Chute-Panay pour contrôler la hauteur de la rivière. On entend Claude Duplain à ce sujet. Ce qu'on parle depuis le début, c'est de pouvoir mettre un genre de ballon sur le barrage, donc pour remonter le niveau de la rivière et ensuite pouvoir jouer avec le niveau de la rivière pour que les glaces puissent s'échapper, faire un peu comme un affluent de fleuve. Quand une rivière s'en va dans le fleuve, c'est jamais glacé. Pourquoi? Parce que la marée monte et descend, les glaces cassent et s'en vont. C'est ce qui est prévu en gros pour ici, mais on va faire les études finales avec un prototype qui avait été fait là-dessus. Des études restent à faire pour être sûr que par rapport à la balloune, ce que j'appelle la balloune, par rapport à des vannes qu'on pourra faire dans le barrage aussi pour évacuer plus d'eau, qui va être le meilleur système selon la rivière à Saint-Raymond. Plusieurs idées ont été lancées pour contrôler la hauteur de la rivière. Le but de la démarche, c'est de pouvoir jouer avec le niveau de l'eau durant la période des crues printanières afin de briser la glace plus tôt. On entend à nouveau le maire Duplain qui explique une des options possibles pour arriver à ce résultat. Ce qu'on parle depuis le début, c'est de pouvoir mettre un genre de ballon sur le barrage, donc pour remonter le niveau de la rivière et ensuite pouvoir jouer avec le niveau de la rivière pour que les glaces puissent s'échapper, faire un peu comme un affluent de fleuve. Quand une rivière s'en va dans le fleuve, c'est jamais glacé. Pourquoi? Parce que la marée monte et descend, les glaces cassent et s'en vont. C'est ce qui est prévu en gros pour ici, mais on va faire les études finales avec un prototype qui avait été fait là-dessus. Des études restent à faire pour être sûr que par rapport à la balloune, ce que j'appelle la balloune, par rapport à des vannes qu'on pourra faire dans le barrage aussi pour évacuer plus d'eau, qui va être le meilleur système selon la rivière à Saint-Raymond.
lorsqu'il sera possible de contrôler davantage le niveau de l'eau. M. Duplain croit que cela va aussi être bénéfique pour la saison estivale, afin que la rivière soit plus facilement navigable. En ce qui concerne le gouvernement du Québec, la façon de travailler qu'a la ville de Saint-Raymond facilite le travail du ministère des Affaires municipales, selon le député Vincent Caron. On l'entend maintenant. C'est le fait que ce soit un travail qui s'exécute par phase. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans la précipitation pour essayer de trouver des solutions aux problèmes, parce que bien souvent, on va poser un geste qui va avoir des répercussions qui pourraient être sur la faune, la flore, etc. Donc là, le fait que la ville présente un projet qui soit en phase, en différentes phases, finalement, vient, comment dire... je ne veux pas dire sécuriser, mais le gouvernement aime beaucoup ce genre d'approche. Je sais que pour certains citoyens, ça peut paraître long, et tout à l'heure, Claude le disait, c'est un dossier qui a été initié par Daniel, ton prédécesseur. Puis je me souviens aussi que Michel Matt avait travaillé fort pour aller chercher la première subvention aussi, mais... le fait de procéder par étapes comme ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît au gouvernement parce que on démontre que toutes les études ont été réalisées. Vous vous souvenez que dès lors, on entend des gens, voyons donc, on va protéger les petits poissons pour enlever des roches. Bon, là, avant d'aller travailler dans le fond de la rivière, d'aller draguer, on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'impact collatéraux. Et donc ça, c'est vraiment des gestes qui sont appréciés par le gouvernement. Il faut savoir que des études sont encore nécessaires avant de poursuivre les avancements dans ce dossier. De plus, autant M. Duplain que M. Caron ont admis qu'il n'y aura jamais de risque zéro, mais qu'il était nécessaire de travailler en prévention. Les villes de Donnacona et Cap-Santé travaillent maintenant ensemble pour la conception future d'un parc touristique à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Pour réaliser le projet, les deux municipalités ont reçu une aide financière de 73 743 $ de la part du gouvernement du Québec. Il va s'agir de la deuxième version de ce plan, comme les premières démarches pour le projet remontent quand même à 2013. Au fil des ans, chacune des deux municipalités ont investi pour l'acquisition de nombreux terrains en bordure de rivières. L'important, c'est de redonner ce site aux citoyens. Selon les maires, on entend d'ailleurs le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn. Les rivières sont souvent des frontières naturelles entre les communautés et nous n'y faisons pas exception. Cependant, avec ce projet, la rivière ne sera plus seulement une simple frontière, elle sera le trait d'union d'un développement communautaire conjoint donnant accès à la nature pour nos citoyens. Cap-Santé et Donnacona avons en partage l'embouchure d'une rivière exceptionnelle et emblématique de la MRC. Nos citoyens seront les premiers à pouvoir en profiter. De travailler ensemble à la mise en valeur de ce site exceptionnel et de partager une vision commune de son développement est le témoignage de la proximité de nos deux villes. Cette importante subvention vient confirmer que la vision que nous partageons est porteuse et qu'elle participe au développement durable de nos communautés. Pour le préfet de la MRC de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, une telle collaboration devrait être considérée comme un exemple pour les autres municipalités de la région. Et en 2013, en fait, les municipalités et les équipes administratives de Donnacona et Cap-Santé ont décidé d'unir leur passion et leur projet afin, évidemment, de concrétiser un projet à toute saveur régionale. Vous savez, décider de sortir des paradigmes et de tenter de développer des projets qui font briller notre région, en fait, c'est non seulement salutaire, mais ça prend évidemment d'audace. Alors, je tiens à remercier Jean-Claude, Michel, que vous faites un excellent travail. Vous êtes des gens, des acteurs impliqués dans vos milieux. Continuez à faire briller notre magnifique MRC. J'ose espérer que les autres municipalités et villes s'inspireront de votre étroite collaboration parce que c'est ensemble que nous faisons en sorte que notre MRC est non seulement unie, mais forte. Alors, soyons fiers collectivement de ce merveilleux projet que nous avons hâte de savourer et qui fera à mettre en évidence et en valeur cette magnifique région et ce site d'exception qui est la rivière Jacques-Cartier. Alors, bon projet, magnifique, lâchez pas, on est avec vous. Merci beaucoup. L'argent de cette aide financière d'un peu plus de 73 000 $ va permettre aux deux villes d'élaborer un plan qui s'étale sur 10 ans pour pouvoir exploiter ce site unique en paysage et en histoire.
Toujours du côté de Donnacona, ce week-end avait lieu la 18e édition de la course du maire. Cette course organisée par Donnacona et plusieurs de ses partenaires vise à promouvoir une vie active et sensibiliser les gens aux bienfaits de la course à pied pour la santé. En plus de ses bienfaits pour la santé, la course à pied est aussi une excellente occasion de se divertir et de rencontrer de nouvelles personnes. Les coureurs peuvent courir seuls ou en équipe. Il y a de la musique et évidemment les exposants étaient sur place pour ajouter une ambiance festive à l'événement. Cette année, plus de 500 personnes ont participé autant à la course qu'au barbecue du maire. Comme première entrevue ce soir, nous allons parler de la société, du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. Nous avons avec nous ce soir le directeur artistique Benoît Plourde ainsi que la présidente Lise Filion. Bonsoir à vous deux, je vais venir vous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de CJSR pour parler justement du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. Évidemment, vous avez beaucoup de spectacles. Votre saison 2023 a déjà commencé. Il y a eu 2 spectacles qui ont commencé qui ont été présentés jusqu'à présent. Et il y a, je pense, un peu moins de 2 semaines, il y avait 70 étudiants du Montgomery High School qui étaient là. Mon collègue Philippe Papillon était sur place. Et avant qu'on commence l'entrevue, j'aimerais ça qu'on regarde un extrait là, que Philippe a pris pour nous. Monsieur Plourde, vous êtes le directeur artistique du Conseil du patrimoine. Et des spectacles comme ça, qu'est-ce que ça représente selon vous pour le Conseil du patrimoine? Oh, ça représente une grande partie de ce que le Conseil fait. Le Conseil fait beaucoup de choses, mais pour ce qui est de la saison de concert, et c'est la 25e cette année, oui. Qui est bien chargée en qualité et en quantité. Le Conseil anime à Cap-Santé depuis, comme vous le savez, là, 25 ans. Oui. Et c'est le maire du temps qui... et puis là, Monsieur Denis Jobin qui a institué ça. Et c'est devenu un rendez-vous, surtout les concerts. Pour le moment, jusqu'ici, c'était les concerts du Dimanche des Rameaux et les 4 concerts du mois d'août. Mais maintenant, on a élargi ça beaucoup pour le 25e. Là. Mais c'était une rencontre depuis 25 ans pour les 4 dimanches du mois d'août qui était très bien suivie. Vous savez, CJSR, on touche l'ensemble de Port-Neuf. Alors, Mme Filion, j'aimerais qu'on explique qu'est-ce que c'est le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. En fait, M. Plourde le dit, ça fait 25 ans que ça existe, mais qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé, c'est un groupe de bénévoles, actuellement 10 bénévoles, qui travaillent pour la sauvegarde du patrimoine de Cap-Santé et aussi pour partager ça avec la population, ce beau patrimoine-là, l'église, le cimetière, tout ça. Et une des façons, c'est de faire visiter l'église. On a des guides l'été qui sont là pour visiter l'église, 2 étudiants, et aussi les spectacles. En venant au spectacle, on voit l'église, on partage ces beaux lieux aussi, tout en écoutant de la musique merveilleuse. Donc, 25 ans d'histoire, j'imagine que ça veut dire beaucoup de spectacles qui ont été présentés là, depuis la fin des années 90. Bon, je veux regarder avec vous, quel est le public cible pour les spectacles qui sont présentés là, au Conseil du patrimoine? On aimerait que ce soit un public très large, on aimerait avoir beaucoup de jeunes, mais les concerts plus classiques, je n'aime pas dire ni classiques ni sérieux, mais c'est des concerts de qualité avec des musiciens aguerris, ne font pas courir toujours les plus jeunes, mais on aime produire des jeunes, mais des jeunes qui commencent leur carrière. Et je pense que doucement, avec le temps, on va pouvoir élargir de plus en plus, avec de la bonne publicité, nos audistoires. Madame Filion, selon vous, là, en tant que présidente du Conseil, pourquoi est-ce que c'est important d'animer l'Église de Cap-Santé de cette façon?
parce que, dans le fond, les gens vont moins à l'église, chose qui est déplorable peut-être pour certains, mais c'est un bel endroit qui est moins occupé, que les gens vont moins à l'église, tout simplement. Et c'est un Donc, bâtiment. en venant à l'église, ils peuvent voir les œuvres d'art qu'il y a sur les murs, voir le bâtiment patrimonial. Hein. C'est la plus ancienne église du régime français, Cap-Santé. Une église merveilleuse, près du fleuve. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, vous êtes venu. Donc, ce lieu-là, c'est en faisant venir les gens pour une autre activité, ils peuvent redécouvrir ce lieu-là, se l'approprier. Oui, parce qu'en effet, on le sait maintenant, depuis l'histoire du Québec, l'Église a toujours été un lieu de rassemblement pour le culte. Oui. Maintenant, les bâtiments sont encore là, on les a encore, ils font encore partie du peuple québécois. Donc vous, de ce que je comprends, c'est important de montrer que on peut encore avoir des bons moments dans ces bâtiments. Oui, partager ça avec la population, avec les citoyens, les gens de Cap-Santé, puis les gens d'ailleurs, hein, les gens de Portneuf, hein, puis de Québec. On a des gens qui viennent de partout pour nos spectacles. Puis aussi pour les visites guidées, on a des gens qui viennent d'Europe pour voir notre église. C'est vraiment un endroit vraiment particulier. Cap-Santé, pour l'Église, comme je vous dis, elle a un statut particulier au niveau du patrimoine. Elle est protégée au niveau du gouvernement. Et là, je regarde votre programmation et il y a quelque chose qui m'étonne quand même, M. Plourde. Bon, on a entendu tout à l'heure le Montgomery High School, 70 jeunes qui sont venus. C'est pas rien là, de faire déplacer 70 jeunes. Comment vous faites pour aller chercher des spectacles autant spéciaux que celui-ci? Alors ça, c'est une filière spéciale parce qu'on a un monsieur qui est à Québec et qui a réussi au fil des ans à faire venir des grands ensembles américains, comme celui qui va venir le 8 juillet, le First Methodist Church Cancel Chore de Mansfield, hein, au Texas. Ils font une grande tournée canadienne, ces gens-là. Et là, c'est un chœur d'adultes, en revanche. Mais on a eu d'autres chœurs de jeunes qui sont venus dans les années précédentes. Et ça, c'est une filière spéciale, c'est des occasions spéciales qu'on a eues quelquefois au cours des 25 dernières années. Et là, vous nous avez parlé, vous l'avez bien dit, leur nom, The First Methodist Church Chancel Corps. J'espère que je l'ai dit un peu à la bonne façon comme vous. Pouvez-vous nous parler un peu de cette, de cette formation-là? Qui sont-ils? Alors, le samedi 8 juillet, ces gens-là vont venir. C'est un chœur d'adultes et la First Methodist Church et tout le reste, bien sûr, de Mansfield, là, au Texas, ils font beaucoup d'activités. Je suis allé voir sur leur site Internet et c'est assez impressionnant, toutes les activités qui sont faites par cette organisation-là. Et ils font une tournée canadienne. Hein. Ils vont à Toronto, ils vont à Montréal, ils vont à Québec et ils passent par Cap-Santé. Puis là, j'aimerais dire un mot justement sur Cap-Santé, l'Église, parce que je vous entendais parler de l'Église. C'est un bâtiment historique, mais c'est aussi un vase fantastique au point de vue acoustique pour des ensembles sans amplification. Alors, la musique en bon. Oui, parce que ces bâtiments-là sont faits pour ça, justement. C'est tout qu'un point de vue architecture, c'est très intéressant. Et de pouvoir utiliser le bâtiment dans cette vocation-là, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Là. Beaucoup, parce que c'est en fait une maison symphonique. Comme le Palais Montcalm a été restauré et rénové pour pouvoir accueillir des orchestres, l'Église de Cap-Santé, c'en est une merveilleuse pour pouvoir produire pianistes, chanteurs, des solistes, etc. Et là, comme vous l'avez dit, bon, dans le mois d'août, il y a beaucoup de spectacles aussi. Je veux qu'on les passe en revue rapidement. Le 6 août, le Quatuor Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Quatuor Québec, j'en fais partie. Alors, alors il va falloir, sans trop de fausse modestie, il va falloir que je me vante un peu. Mais nous sommes 4 diplômés de Québec et nous avons fait carrière. Moi, j'ai été 17 ans à Rimouski, entre autres, comme directeur du conservatoire. Mais nous sommes 4 diplômés du conservatoire. On s'est réunis juste avant la pandémie. On a commencé à pratiquer. Et on a déjà 2 œuvres qui ont été écrites pour nous, avec un quatuor et une pièce, un quintet avec orgue, et des arrangements qui ont été faits pour nous. Alors,
celle qui enseigne au Conservatoire de Québec, Julie Bellavance, celui qui enseigne au Conservatoire de Gatineau, Sébastien Tremblay, Alain Couet, tout comme moi, qui est un diplômé du Conservatoire de Québec, c'est pour ça qu'on appelle ça le Quatuor Québec. Alors, nous allons présenter, puis nous sommes des boursiers du Conseil des arts du Canada ou de la culture Québec, on est allé en Europe, on a étudié. Alors, topo, je veux le faire rapidement, là, mais on va présenter des œuvres, je vous dirais, on fait même du tango et un peu de cha-cha dans notre concert. Ah oui, alors, OK. Donc, on sort des sentiers battus. Un quatuor de saxophone un saxophoniste peut aller d'un côté comme de l'autre. Nous allons jouer des œuvres classiques. Oui. Voilà. 13 août, rapidement, le temps file. Oui, Accordéus. je vais aller vite. Accordéus, c'est un orchestre d'accordéon. C'est très rare. Un orchestre d'accordéon dirigé par Alfred Marin, qui est un musicien, chanteur, violiste. Il joue de la viole de gamme, mais il est aussi accordéoniste. Et cet ensemble-là va nous donner autant du classique que des airs de folklore ou des airs de différents pays. Alors, voyez-vous, encore là, on sort des sentiers battus d'un concert tout à fait classique, là. Donc, on innove un peu avec la musique qui est présentée. Tout à fait. 20 août, c'est Quand Ravel rencontre Gershwin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Jean-Michel Dubé, pianiste, et Rosemary Duval-Laplante, pianiste également, pianiste duettiste, vont jouer à 4 mains, piano, des œuvres de Ravel et vers Gershwin, donc aussi un peu vers l'influence jazz. Jean-Michel Dubé, c'est une gloire de Cap-Santé. C'est un garçon qui a gagné de multiples prix. Et ils sont tous les deux. Et Rosemary est aussi une diplômée du Conservatoire de Québec. Et 27 août, le trio Dolce. Alors, le trio Dolce, composé de Louise Lecomte-Poirier, flûte à béquiste, une flûtiste à bec, et qui est issue du conservatoire, et qui a enseigné et qui a étudié, elle a étudié en Suisse, à la Schola Cantorum Balisiensis, avec une immense flûtiste, une grande vedette de ce monde, et avec Jean-François Plante au bas baroque, qui étudie au Conservatoire de Paris, et Pierre Bouchard vont nous donner des œuvres du 17e, 18e siècle. Et finalement, 24 septembre, Alain Lefebvre, je sais que vous avez d'autres spectacles là, en 2023 parce que, comme vous avez dit, c'est votre 25e, mais je veux qu'on termine avec Alain Lefebvre, évidemment. Ça va être un doublé, parce qu'Alain Lefebvre, qui est consacré, je le dis, dans le texte, consacré de héros par le Los Angeles Times, de pianiste foudroyant par Washington Post. On le connaît bien, hein? On le connaît bien, ce garçon-là. Alors lui, il va venir nous donner de ses œuvres et il va étendre, évidemment. Et aussi, on aura un concert de Noël le 10 décembre avec Guy Bélanger, qui est le fondateur de l'Opéra de Québec, un ténor qui est bien connu dans la grande région, qui a fait une grande carrière. Il sera là avec une pianiste et une soprano et avec une violoniste. Alors, si on veut aller assister à ces spectacles-là, est-ce qu'on vient à la porte? Comment ça fonctionne? Oui, pour tous les spectacles, sauf pour celui d'Alain Lefebvre. On va vendre des billets au coût de 40 $. Il y a des numéros de téléphone qu'on pourra laisser un peu partout. Il y a 5 personnes qui vont vendre des billets avant le spectacle. Oui. 40 $. Et sinon, c'est à la porte là, pour les autres spectacles. À la porte, oui, pour les autres spectacles. Ici Lyon, Benoît Plourde, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir jusqu'à Saint-Raymond pour venir nous parler là, du Conseil du patrimoine culturel de Québec. C'est un plaisir. Merci pour l'accueil. Grand merci. Merci beaucoup à vous. Au retour de la pause, on vous parle d'un nouveau fonds pour aider les jeunes leaders de la MRC de Portneuf. Restez des nôtres. Notre force, c'est vous. Soyons fiers de notre région, soyons fiers de Portneuf.
Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio munies de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer. Les jeunes de la MRC de Portneuf ont maintenant accès à un fonds d'aide pour développer des projets structurants qui s'adressent à la jeunesse de Portneuf. En effet, la MRC a mis en place le fonds des jeunes leaders qui rend disponible 10 000 $ sur 2 ans à ceux qui vont proposer des projets d'impact. Chaque jeune âgé entre 15 et 29 ans peut obtenir un financement allant jusqu'à 500 $. Selon la MRC, ce fonds a pour objectif de favoriser la formation et l'apprentissage chez les jeunes, développer l'entrepreneuriat, faciliter l'accès et diversifier l'offre culturelle. Marc Voyer, le chargé de projet pour la jeunesse de la MRC de Portneuf, était avec nous un peu plus tôt cette semaine pour en parler. Le voici maintenant. Je suis présentement avec Marc Voyer, qui est chargé de projet volet jeunesse pour la MRC de Portneuf. Marc, bonjour. Bonjour Danick, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. On parle de 2 sujets aujourd'hui, Marc. L'un d'entre eux, c'est un nouveau fonds pour les jeunes, un fonds de 10 000 $ pour les jeunes leaders de la MRC. Qu'est-ce que c'est exactement ce fonds-là? Dans le fond, le Fonds des jeunes leaders, c'est un fonds qui a été créé spécialement pour la clientèle 15-29 ans sur le territoire de Portneuf. C'est un fonds qui est créé par la MRC puis les municipalités pour soutenir les jeunes qui ont des initiatives, des projets qu'ils aimeraient développer sur le territoire. On ne parle pas des projets d'entreprise, mais vraiment des projets à impact local. Donc, le jeune qui dit « J'aimerais ça faire ça à ma municipalité, mais comment je fais? » On veut donner un levier financier pour partir les projets, pour mousser la motivation de faire des projets sur le territoire de Portneuf. Quand tu dis des projets d'impact, est-ce qu'il y a des exemples qui peuvent venir en tête pour ceux et celles qui nous écoutent et qui disent « Bon, peut-être que ça pourrait aller avec une de mes idées? » Bien, dans le fond, les projets à impact social qu'on cible, c'est les projets qui ont des retombées pour la clientèle jeunesse dans leur municipalité. Donc, les projets que c'est pour faire de l'aide humanitaire, des projets de démarrage d'entreprise, ce n'est pas des projets qu'on cible. Nous, c'est vraiment les projets d'impact local, des projets que la personne va réaliser, va monter son projet et qui va avoir une répercussion sur son entourage, donc les personnes de sa communauté en grande partie. Donc, si on prend un exemple, là, on le sait, à CJSR, on travaille en ce moment pour faire une ligue d'improvisation. Ça serait des projets qui pourraient fonctionner là, dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de limiter les options des suggestions. Mais effectivement, une ligue d'improvisation, donc démarrage d'une ligue qui va impliquer la communauté, ça fonctionne. La tenue d'une clinique de skate au skatepark, ça fonctionne quand même. Une muraille des jeunes qui disent « J'aimerais faire une muraille dans ma municipalité », ça fonctionne. Donc, tous les projets qui va avoir être des retombées pour la communauté et est accepté dans les projets. Alors, on sait que ce fonds-là, Marc, c'est 500 $ par jeune. Est-ce qu'il y a d'autres critères nécessaires là, pour pouvoir avoir accès à ce montant-là? Bien, dans le fond, les critères pour accéder au fonds sont assez simples. On veut que ce soit quelque chose d'accessible pour pas qu'il y ait trop de limitations pour les jeunes. Premier critère, c'est sûr, il faut qu'il soit un jeune de Portneuf. Donc, il faut que là-dessus, il faut que le projet se déroule dans Portneuf. Il faut que le projet cible la clientèle jeunesse. Il faut que le projet soit porté par un jeune. Donc, un organisme qui dit « Je vais monter un projet, mais qui va servir aux jeunes », ça ne fonctionne pas. Moi, je ne veux pas que ce soit des organismes qui déposent, je veux que ce soit des jeunes. On cherche nos leaders de la communauté. Ça, c'est les critères principaux. Nous, le fonds va financer jusqu'à 80 % du projet. Si bon, c'est un projet de 2 000 $, on va financer comme ça juste 500 $ maximum. Par contre, si c'est un projet de 300 $, on ne finance pas 500. On va aller à 80 % du 300 $ le plus possible. Il faut également que le projet soit supporté par une organisation. Donc, le jeune, il faut quand même qu'il aille voir un organisme dans la communauté. Ça peut être la municipalité ou comme n'importe quelle entité qui existe. Et va avoir l'appui pour dire que dans le fond, le projet, tiens, j'ai de l'appui de la communauté pour monter mon projet. Il va avoir besoin également de l'appui de la municipalité. Une formulaire très simple qui est déjà peut-être préparée d'avance, que les municipalités ont déjà reçu, ont déjà été formées sur le formulaire.
Et la municipalité va confirmer que leur projet est intéressant, puis j'accepte que ça se déroule sur mon territoire. Un jeune qui dépose un projet, puis que la municipalité a dit non, ça ne répond pas, ils peuvent bloquer le projet automatiquement. Parce que nous, la MRC, on travaille beaucoup avec nos municipalités, donc ça va ensemble automatiquement. Marc, un autre dossier qui traite de la MRC, en fait, c'est le répertoire de la région de Portneuf. On nous dit un nouveau répertoire des entreprises et organismes du territoire de la région est maintenant disponible sur le site web de la MRC. Vous avez travaillé beaucoup là-dessus dans les derniers mois. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Oui, le répertoire, dans le fond, c'est une suite à la démarche qu'on a enclenchée en janvier prochain, qui était le recensement des entreprises. La MRC a fait une grande démarche d'identifier sur son territoire c'est quoi les entreprises qu'on retrouve. On est un peu défaillant à ce niveau-là sur la quantité d'informations sur les données qu'on avait sur notre territoire. Donc, on a entrepris une démarche volontaire de part de nos entreprises pour ceux qui sont intéressés à remplir un recensement. On va chercher les coordonnées des entreprises, les autorisations de communication, leur secteur d'activité, le nombre d'employés, leur forme juridique, plein d'informations qu'on a été documenter un peu notre territoire. C'était aussi pour savoir un peu au niveau du recensement, c'est quoi nos tendances, vers quoi notre développement s'en va présentement. Est-ce qu'on est plus encore dans le secteur plus agroalimentaire, est-ce qu'on est en plus dans le secteur agricole, industriel? Donc, c'est un peu avoir un meilleur portrait de notre territoire en général. Notre portrait date de plus de 10 ans. Donc, on a mis vraiment du temps pour là-dessus. Et suite à ça, on a invité nos répondants à leur demander est-ce que vous accepteriez qu'on rende disponibles les informations pour améliorer le maillage, l'achat local, le réseautage aussi entre les entreprises. Et la majorité ont tous dit oui automatiquement. Donc, ce répertoire-là n'est pas seulement pour la MRC, mais tout le monde peut y avoir accès pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire. Là. Effectivement, le répertoire il est monté selon les secteurs d'activité majoritaires qu'on trouve selon le ministère de l'Économie. Donc, les 21 secteurs d'activité sont représentés. Donc, le citoyen peut chercher, s'il cherche un garagiste, exemple, il pourrait aller voir dans le secteur des services techniques et trouver tous les garagistes sur le territoire de Portneuf. Actuellement, le répertoire, c'est un petit peu moins de 700 entreprises qui sont répertoriées. On calcule qu'il y en a environ 1200 sur le territoire. Donc, il en manque beaucoup. Mais par contre, les 700 qui sont déjà là, c'est beaucoup de banques d'informations. Et on invite le plus possible les entreprises qui ne sont pas répertoriées dans le répertoire de lever la main, de s'inscrire au répertoire via le formulaire disponible sur le site de la MRC pour maximiser l'information. Et je dois dire que de plus en plus, ce répertoire-là va donner la référence pour la MRC. Donc, les entreprises qui sont répertoriées, si nous, la MRC, on reçoit une communication du gouvernement d'un nouveau fonds financier pour le plein air, exemple, oui. Bien, nous, on va communiquer avec les entreprises pour les informer via ce répertoire-là. Donc, c'est important d'être identifié pour avoir le maximum d'informations. Et ça vient aussi avec une infolette de la MRC, le développement économique, qui va être créée et qui va communiquer par le répertoire toujours. On veut que le répertoire demeure vivant le plus possible. Mais pour ça, il faut que les gens l'utilisent aussi. Donc, ce répertoire-là va servir de courroie pour la MRC à garder contact avec les entreprises là, sur le territoire. Effectivement, c'est la façon qu'on va utiliser le plus possible. C'est sûr que, comme je dis, le défi qu'on a, c'est la mise à jour. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment la communauté de nous aider à identifier les entreprises. Puis même ça, les entreprises peuvent être identifiées, exister dans le répertoire, mais ne pas être publiques. Donc, il y a quand même une autorisation parce qu'on a des entreprises qui ne veulent pas diffuser leur adresse de communication. Puis, c'est des entreprises plus en télétravail, cette partie-là. Donc, on a des règles aussi à ce niveau-là. Marc Voyer de la MRC de Portneuf, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. C'est ce week-end qu'a eu lieu qui va avoir lieu, le Red Bridge Fest, le festival de punk rock qui est situé dans la ville de Pont-Rouge les 9 et 10 juin prochains. Le site du festival peut accueillir jusqu'à 3500 personnes et de nombreux bands vont être présents tels que Pennywise, Lagwagon, Mad Caddies et Good Riddance. Pour ceux qui vont aller à l'événement, il va y avoir 4 zones prévues avec des espaces de stationnement gratuits pour la fin de semaine, en plus de plusieurs espaces dans les rues avoisinantes. L'organisation va installer des indications pour les zones officielles et va demander aux festivaliers de ne pas stationner leurs véhicules dans les stationnements privés des commerces à proximité. Exceptionnellement, pour la durée de ce festival, le camping urbain est toléré dans les stationnements municipaux de la ville. On parle de l'aréna, mais aussi de la bibliothèque notamment. L'usine Alcoa de Deschambault-Grondines a officiellement inauguré une nouvelle ligne de production afin de diversifier ses produits. Cette nouvelle ligne est destinée à augmenter et diversifier la capacité du centre de coulée de l'aluminerie de Deschambault avec l'ajout de production de petits lingots pesant 10,5 kg chacun. On en voit justement à l'écran en ce moment même. Selon Alcoa, cette nouvelle production permet une plus grande
de flexibilité en termes de forme de lingots pour l'aluminium non allié et les alliages, mais aussi pour l'expansion de la gamme de produits en raison de l'alliage en petits lots. Pour l'inauguration de cette nouvelle ligne, Bill Oplinger, vice-président exécutif et chef des opérations d'Alcoa Corporation, était présent, tout comme Gaby Poirier, vice-présidente des opérations en Amérique du Nord. Ce lundi, maintenant dans un autre sujet, ce lundi, 2 incendies ont éclaté, un après l'autre à Saint-Marc-des-Carrières et ensuite à Saint-Gilbert. Rapidement, les pompiers du service d'incendie de Saint-Marc sont intervenus à Saint-Gilbert pour éteindre un feu de broussailles. Selon la municipalité, le feu s'est propagé rapidement et évidemment, c'était dans un champ. Grâce à la réponse rapide des divers services municipaux, le feu a été contenu. Selon le site web urgenceportneuf.com, une vingtaine de véhicules ont été nécessaires pour stopper cet incendie. D'autre part, une résidence a pris feu à Saint-Marc-des-Carrières le même soir et les pompiers de Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Saint-Raymond, Donnacona et ceux de la régie portneuvoise sont intervenus. Au retour de la pause, Charles Laviolette nous parle du système de réchauffage de l'eau de l'usine de Deschambault. Restez des nôtres. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc ben exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio munies de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. La luminerie Alcoa de Deschambault utilise depuis plusieurs années un procédé de recyclage de l'eau de pluie en boucle fermée pour refroidir ses cuves. Charles Laviolette a rencontré Patrick Alain et Denis Gay qui lui ont expliqué le cycle de l'eau chez Alcoa. Voici son reportage. Située à proximité de la rivière à Belle-Île, la luminerie Alcoa entretient un lien étroit avec ce petit cours d'eau qui se jette dans le fleuve à Deschambault. Dans le cadre de nos recherches pour l'émission Histoire d'eau, nous nous sommes questionnés à propos de l'impact de l'aluminerie sur la rivière. Les employés d'Alcoa nous ont accueillis pour nous expliquer comment l'eau de pluie est utilisée en boucle fermée pour refroidir les cuves et aussi de quelle façon ils s'assurent que l'eau excédentaire qui n'est pas utilisée pour le refroidissement est retournée à la rivière en respectant les normes. Ici, la gestion de l'eau est particulière, puis elle est même encore très unique. Puis il y a peu d'usines qui ont ce qu'on a ici, malgré que l'usine a plus d'une trentaine d'années. Chaque goutte d'eau qui tombe sur le site et la neige va être recueillie et est amenée ici. C'est le site en entier de l'usine qui est acheminé ici. Je m'appelle Patrick Alain, je travaille à la luminerie ici à Deschambault. Mon poste, c'est je suis superviseur de l'environnement et entre autres, je m'occupe de la gestion de l'eau ici à l'usine. Denis Gay, directeur environnement, laboratoire, énergie ici à l'usine de Deschambault. Ce qu'on fait, c'est qu'on recueille l'eau de pluie, la fonte des neiges. Toute l'eau qui va couler sur le site va s'en aller ici dans les bassins. On veut avoir aucun impact dans l'eau de nos bassins parce que cette eau-là, on l'utilise pour le procédé, mais il y a une partie de cette eau-là qu'on n'aura pas besoin parce qu'on reçoit un volume plus grand que nos besoins pour l'usine. Fait que cette partie-là va être relâchée à la rivière Belle-Île. Nous, c'est très important que la rivière Belle-Île, on s'assure que ce qu'on va relâcher à la rivière n'ait aucun impact. On veut vraiment que notre impact de l'usine vis-à-vis de la rivière soit pratiquement nul. L'eau qu'on recueille ici va être utilisée pour l'eau de procédé. Il y a 2 endroits dans l'usine qu'on utilise de l'eau, puis c'est pour refroidir le métal. Fait que c'est vraiment
l'eau est utilisée à un usage de refroidissement. On va refroidir les anodes qui vont servir à la production d'aluminium. Puis une fois que l'aluminium est produit, le métal est en fusion, on va le refroidir avec de l'eau. Une fois que l'eau a touché au procédé, l'eau ne revient pas dans les bassins. On a des circuits, des systèmes de filtration qui font en sorte qu'on va réutiliser la même eau plusieurs fois afin de s'assurer que chaque goutte d'eau qu'on utilise va servir correctement. Puis l'eau, elle va finir évaporée. C'est vraiment un sable, là. Ça ressemble à un sable, mais c'est des coquilles de noix et des packages. Fait qu'étant donné qu'on reçoit plus d'eau que nos besoins pour le procédé de l'usine, bien, il y a à peu près 50 de l'eau qu'on va recevoir, qu'on va relâcher à la rivière Belle-Île. Donc, c'est cette eau-là qui fait partie d'un suivi très serré, parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'on va analyser là-dessus pour s'assurer que ce qu'on envoie à la rivière respecte les normes, mais au-delà des normes, on veut s'assurer qu'on minimise l'impact vraiment à la rivière. Les alumineries, bien, on met... Pour produire de l'aluminium, on utilise, dans le procédé de l'électrolyse, il y a des fluorures. C'est un des paramètres qu'on va suivre à la rivière parce que c'est un contaminant qu'on veut éviter d'envoyer dans l'eau. Quand on disait que la gestion de l'eau à Deschambault est unique, vous avez vu la grosseur de l'usine, puis notre milieu récepteur où qu'on rejette l'eau, mais comme Patrick l'expliquait tantôt, c'est seulement l'eau pluviale qui a tombé, ça revient dans la petite rivière Belle-Île qui est ici. Donc ici, on est à la station de monitoring de la rivière. Donc ici, les équipements qu'on a, c'est assez simple. On a un équipement qui va mesurer la concentration des fluorures. On a un autre appareil qui va mesurer ici le débit de la rivière. Fait qu'avec ces données-là, ça nous permet d'effectuer, de relâcher notre eau à la rivière. On a une norme assez sévère qui est on doit respecter 0,20 ppm de fluor dans l'eau. Puis la rivière contient naturellement à peu près 0,12, 0,14. Nous, ce qu'on va faire, c'est que l'eau qu'on va relâcher en contient un petit peu plus, puis on va relâcher en fonction d'atteindre le 0,20 et respecter ça dans le milieu récepteur pour ne pas avoir de pics puis des hausses. Fait que nous, notre objectif, c'est de respecter une norme de 0,20 ppm à la rivière. Puis la façon que c'est fait, c'est qu'on le relâche en fonction du débit de la rivière. Si la rivière est trop basse, puis on ne relâchera pas nos eaux. Fait qu'on le fait dans les périodes où ce que la rivière le permet, où que le milieu est propice à recevoir l'eau de nos bassins. Et pour la rivière, on a un suivi avec le ministère de l'Environnement. On fait ce qu'on appelle les tests de toxicité, donc sur lesquels on va vérifier le taux de mortalité de certaines espèces qui sont dans nos permis. Pour les gens, là, les fluorures qu'on relâche à la rivière, des fois, ça ne dit rien. Tantôt, je parlais du 0,2 ppm à la rivière. Là, ce qui est important de savoir, c'est que souvent, l'eau qu'on va acheter en bouteille contient 0,2 à 0,3 ppm de fluorure. Donc, c'est identique à l'eau qu'on va consommer en bouteille, qu'on va acheter. Avis aux photographes amateurs ou professionnels qui résident ou non à Saint-Raymond-de-Portneuf, vous êtes invités par la ville de Saint-Raymond à participer à la première édition du concours photographique Optique Saint-Raymond. En effet, au printemps 2024, la ville va installer 3 présentoirs conçus pour exposer chacun 6 photographies de 4 pieds par 3 pieds. Pour remplir ces présentoirs, un jury va choisir 18 photos qui seront installées dans ces présentoirs. Le concours s'étale sur un an, soit jusqu'en mai 2024. Maintenant, à Cap-Santé, avec les problèmes budgétaires que vit la municipalité, celle-ci a décidé d'annuler toutes les festivités de la fête nationale du 23 juin prochain. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Cap-Santé au désarroi des citoyens. La ville maintient que le conseil municipal a décidé d'annuler la tenue des activités prévues en raison du non-respect du budget. De cette façon, également, le festibiaire n'aura pas lieu. On rappelle que la situation financière de Cap-Santé est précaire alors que le compte de taxes des citoyens a augmenté de près de 25 % en 2 ans. La ville souhaite tout de même aviser la population que l'événement Cap-Santé Fête le fleuve va toujours se tenir le 8 juillet dans une version dite bonifiée.
Accès Travail Portneuf a à nouveau reçu un soutien financier pour ses opérations, alors que le député provincial Vincent Caron a annoncé une somme de 400 000 $ au nom de la ministre responsable des Aînés, Mme Sonia Bélanger. Cette aide financière va permettre à Accès Travail Portneuf de maintenir deux travailleurs en milieu qui rejoignent et soutiennent des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. Dans leur fonction, ces ressources peuvent repérer les personnes âgées dans le besoin, les accompagner vers les ressources utiles, en plus de briser leur isolement. La saison estivale est maintenant bien à nos portes et la semaine dernière, la ville de Saint-Raymond a annoncé sa programmation d'événements gratuits pour l'été 2023. Premièrement, la fête nationale est de retour à l'Agora du Pont-Tessier et va se tenir le vendredi 23 juin à compter de 17h. La programmation se veut diversifiée pour tous les groupes d'âge. Dès 19h30, il va y avoir un spectacle de musique traditionnelle avec le duo formé par Gaétan Lefebvre et François Dumas. Ensuite, le groupe Berlu sera sur place. Le 1er juillet, ensuite, c'est la fête du Canada. Les gens sont invités au hangar de la Maison Plamondon dès 10h30 à midi pour l'activité Tire-toi le portrait. On dit un atelier créatif, familial sur le thème de la photo ancienne. L'inscription est obligatoire, mais aussi gratuite pour tous. Le site de la place de l'église sera ensuite animé à 17h avec de la musique, animation et jeux par Anita et son vélo Bulle. À 20h, ce sera au tour de David Thibault et ses musiciens de présenter un spectacle. Pour tout le reste de la programmation, on vous invite pour aller voir directement sur le site web de Saint-Raymond. Poursuivons maintenant dans votre bulletin d'information. L'exposition agricole de Saint-Marc, en fait, qui est l'exposition agricole de Portneuf, va avoir lieu du 11 au 13 août 2023. Pour l'occasion, l'événement fête ses 40 ans. Et pour en parler, Philippe Papillon et moi-même, nous sommes rendus à Saint-Marc-des-Carrières ce lundi pour parler avec la directrice générale de l'exposition agricole, Mme Marie-Lise Lemay, mais également au maire de Saint-Marc-des-Carrières, Marion Leclerc. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Mme Marie-Lise Lemay, directrice générale de l'Expo agricole de Portneuf. Bonjour. Et avec M. Marion Leclerc, le maire de Saint-Marc-des-Carrières. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On parle aujourd'hui d'un événement qui va avoir lieu très bientôt, du 11 au 13 août, donc à la fin de l'été. C'est l'Expo agricole, évidemment, qui va fêter ses 40 ans d'existence. Madame Lemay, l'Expo agricole, qu'est-ce que c'est exactement? L'Expo agricole, à la base, c'était pour faire une rencontre avec les agriculteurs qui faisaient valoir la génétique de leurs animaux. C'était l'occasion de se rencontrer. Avec le temps, c'est devenu un festival qui fait un peu plus place à la famille, qui fait place à réunir les gens du village avec les agriculteurs. Donc, finalement, ce que c'est qu'on rencontre les gens qui fabriquent notre nourriture, on voit comment c'est fait, puis on permet aux enfants de rentrer en communication avec ces gens-là, finalement, pour qu'ils comprennent d'où ça vient. Donc, pour les gens qui viennent assister à ça, on apprend beaucoup sur l'agriculture dans Portneuf. Les gens qui n'ont pas de notion là-dedans vont sortir de l'événement grandi, j'ai envie de dire. Effectivement, puis c'est vraiment une immersion. Les vaches, on y a accès, on peut les voir, on peut les toucher avec la permission de l'agriculteur en question. On a la mini-ferme, on a des panneaux explicatifs aussi qui expliquent les bases de l'agriculture, la production laitière surtout. Donc oui, vraiment. Puis il y a aussi des activités pour s'amuser pour toute la famille. Et bon, parlez-nous un peu des activités. Vous avez plusieurs activités, il y a des spectacles. Faut dire aussi de base que l'accès sur le site est gratuit. C'est les spectacles à ce moment-là qu'on doit payer. Mais parlez-nous un peu des activités. Là, pour... Bon, les activités, il y en a pour les enfants, il y en a pour les grands. Donc pour les enfants, on a toute la section de la place de la famille avec plusieurs jeux gonflables. On a une maquilleuse qui est exceptionnelle pour faire des belles faces aux enfants. On va avoir aussi Ben Mielo cette année avec des petits motocross. Fait que les enfants vont pouvoir faire du motocross électrique dans la place de la famille. On va avoir aussi au niveau communautaire l'équipe de hockey qui va être là pour présenter la saison, prendre les inscriptions, donner la possibilité aussi de faire des tirs au but. Donc pour la place de la famille, les enfants, ça ressemble à ça. On va avoir des spectacles aussi pour les enfants à chaque matin.
Puis ensuite, pour les adultes, on a les compétitions de Gymkhana qui vont se dérouler derrière moi. On va avoir des expositions d'artisans locaux qui vont être toutes sur ce mur-là. On va avoir des exposants commerciaux qui vont être là pour soit faire du recrutement, soit présenter les services qu'il y a dans la région avec différentes entreprises jusqu'à Pont-Rouge. On va avoir les spectacles musicaux. Puis cette année, on a vraiment des gros noms. Là, on va avoir une soirée country avec Brittany Kennel, avec Blue Ridge Band. Le lendemain, on va avoir une soirée qui est plus rap québécois pour rejoindre une clientèle différente avec Fred et Loud. Oui. Et les jugements Holstein aussi qui vont être là avec les plus beaux spécimens de vaches du comté. Donc, c'est le fun de savoir qu'on a vraiment des beaux spécimens ici. Ensuite, il va y avoir les food trucks, naturellement. Il va y avoir la vache à traire aussi pour la vache à traire mécanique, où est-ce qu'on peut apprendre à traire une vache manuellement. Normalement, Mme Lemay, combien de personnes viennent à votre événement? Est-ce que vous avez des statistiques? L'an dernier, on a réussi à rejoindre 11 000 personnes. Cette année, on essaie de rejoindre beaucoup plus, mais c'est vraiment le fun. Dans un village qui a combien d'habitants? On est à 2971 environ. Donc, c'est vraiment le fun. Là. C'est 11 000, on dit que c'est pas si gros que ça pour un festival, mais dans un village comme ici, c'est vraiment le fun. C'est le plus gros événement de la région. Et parlons justement de l'implication de Saint-Marc-des-Carrières parce que, justement, vous, lorsque c'est l'événement, vous avez des employés, vous soutenez l'Expo agricole. Oui, effectivement. Au niveau des employés, il y a toujours une personne ressource qui fait partie du comité. Actuellement, il y a 2 personnes ressources. Nos 2 coordonnateurs vont être en fonction, évidemment, avec les demandes de l'exposition agricole. De plus, avant et après l'exposition, nos employés municipaux s'affairent évidemment à travailler sur les terrains où les demandes sont faites par l'exposition agricole. Et pour vous, M. Leclerc, en tant que maire de Saint-Marc-des-Carrières, selon vous, qu'est-ce que avoir l'Expo agricole de Portneuf ici entre vos murs, qu'est-ce que ça rapporte? C'est essentiel pour la ville, une fois, parce que c'est vraiment une vitrine pour Saint-Marc-des-Carrières, pas juste pour la région de la MRC de Portneuf, mais aussi pour la région de la capitale nationale et aussi Trois-Rivières, puisque des gens de Trois-Rivières viennent ici. Et c'est l'attraction principale estivale à Saint-Marc, et c'est pour ça qu'on y tient beaucoup, puis qu'on y participe aussi énormément. Donc, on rappelle que c'est du 11 au 13 août prochain. Et en terminant, Mme Lemay, je reviens avec vous parce que, vous l'avez dit, on était en retour de pandémie lorsque vous avez fait l'édition de l'année passée. Voyez-vous encore que l'engouement est là, que les participants sont là, les visiteurs également? Bien, il y a déjà énormément de belles réponses, là, surtout pour nos spectacles. On sait qu'année après année, les mêmes personnes reviennent. Donc, c'est sûr que le bassin proche, il va être là. Puis avec la programmation qu'on a, là, je pense qu'on va réussir à rejoindre du monde de beaucoup plus loin puis qu'on va mettre Saint-Marc sur la map. Madame Lemay, M. Leclerc, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Et les billets sont en vente au expoagricoleportneuf.com pour les spectacles. Et souhaitons-nous du beau temps. Oui. Très important. Merci. Beaucoup à vous deux. Merci. On reste à Saint-Marc-des-Carrières. L'école primaire Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières a obtenu un montant de 10 000 $ pour sa participation au défi Kinga organisé par la CNESST. Selon le site web de la CNESST, Kinga propose au personnel des milieux scolaires ainsi qu'aux parents un programme pédagogique afin que les jeunes apprennent à contribuer à un climat relationnel positif, à reconnaître leurs forces et limites, à trouver des moyens simples d'améliorer leurs habitudes de vie, à approfondir leurs réflexions sur les mesures et les comportements sécuritaires, et j'en passe. La présidente directrice générale de la CNESST, Mme Manuelle Houdard, s'est adressée aux jeunes de l'école primaire concernant leur travail effectué dans le programme Kinga. La voici maintenant. Grâce au programme Kinga, vos enseignants ont dû vous l'expliquer, c'est un petit caméléon qui s'adapte à la situation, qui change de couleur, qui se pose des questions aussi pour savoir comment il doit agir. Puis vous, là, vous avez réussi, je regardais dans les projets que vous avez mis en place, à parler de plein de choses autres même que de la santé-sécurité, mais vous avez parlé d'égalité, vous avez parlé de parité, vous avez même fait un salon de l'emploi, vraiment impressionnant, puis même à la classe spécialisée aussi, vous avez travaillé sur les normes du travail à travers des mots cachés, des devinettes.
Je veux remercier aussi vos enseignants, Mme Kimberly, M. Samuel, Mme Christine, qui vous ont accompagné comme ça dans cette démarche. Puis M. Caron, il vous l'a dit tout à l'heure, puis moi je vais le répéter parce que c'est vraiment des chiffres qui sont impressionnants. Là, savez-vous que partout au Québec, il y a 601 écoles qui ont participé. Puis la vôtre, ben, c'est une école gagnante. Là. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça. Parce que un brunch au profit de la maison Mirepi va avoir lieu à Portneuf le 11 juin prochain, au 110 rue de la Rivière. Selon l'invitation des Chevaliers de Colomb 6290 de la région de Portneuf, le préfet de la MRC va être le président d'honneur de ce brunch, donc M. Bernard Gaudreau. L'événement est réalisé conjointement avec la Sûreté du Québec. La maison Mirepi offre de l'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences ou en difficulté. Elle offre également des services d'intervention et d'écoute téléphonique 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Ces services sont offerts en toute confidentialité. Les billets pour le brunch sont disponibles au coût de 15 $ chacun. Samedi, le 17 juin prochain, se tiendra un événement organisé par la CAPSA dans le secteur de Chute-Panay. En effet, pour l'occasion du mois de l'eau, la Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, donc la CAPSA, invite la population à venir à la rencontre d'un milieu humide exceptionnel situé à la tourbière Chute-Panay. Estimé exceptionnel à l'échelle de la grande région de Québec et pourtant situé à seulement quelques pas du centre-ville de Saint-Raymond, la tourbière Chute-Panay est un site naturel étonnant de par sa beauté et sa tranquillité, mais surtout par sa diversité végétale qui est si caractéristique des tourbières, comme ses épais tapis de sphènes, ses orchidées et ses plantes carnivores. La CAPSA va organiser donc différentes stations d'animation pour faire découvrir ce lieu exceptionnel. Selon celle-ci, l'offre de dégustation de plantes comestibles des milieux humides et la présence de représentants de la CAPSA va permettre en complément de faire découvrir d'autres facettes de cet écosystème particulier dont les nombreux services écologiques que les milieux humides dont la tourbière peuvent apporter à la société. On poursuit maintenant et c'est avec une conférence qui a eu lieu hier du côté de Cap Santé. Oui, la Société d'histoire du Cap Santé a tenu la conférence pour parler de l'histoire du saumon dans la rivière Jacques-Cartier, mais aussi de parler de sa préservation. Monsieur Jonathan Ricard, responsable du développement de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier, était sur place. Dans sa présentation, Monsieur Ricard a fait un retour sur le passage mouvementé du saumon dans l'histoire. Il mentionne qu'au départ, le saumon gardait un taux de population très élevé, comme les Premières Nations sur place n'utilisaient que des techniques ancestrales pour les pêcher. Ensuite, lors de l'arrivée du régime français, la rivière a été qualifiée comme rivière du saumon et des esturgeons, tant le poisson était abondant. Lors de l'arrivée des Britanniques, la pêche dans la rivière fut seulement réservée à l'élite, mais le poisson était toujours abondant. Éventuellement, les saumons atlantiques ont été touchés par une pêche intensive. En 1839 même, les pêcheurs ont trouvé un endroit qui rendait la pêche très facile. On entend M. Ricard à ce sujet. Donc, avec votre bulletin d'information, évidemment, toujours du côté de la pêche, ce qui a été fatidique pour le saumon, ça reste la construction des différentes digues et barrages. On écoute à nouveau M. Ricard. Alors, on poursuit, on a des petits problèmes techniques. Je veux vous parler maintenant de la Sûreté du Québec parce qu'on a des affaires policières, encore une fois, pour cette semaine. Dans les affaires policières, les policiers de la MRC de Portneuf ont procédé à l'arrestation d'une femme de 45 ans de Donnacona et d'un homme de 46 ans du Lac-Supérieur le 4 juin dernier pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les individus ont respectivement été arrêtés dans les municipalités de Cap-Santé et sur l'autoroute 40 dans le secteur de Grondines. Leurs véhicules ont été remisés, leur permis de conduire suspendu et ils ont tous été libérés par citation à comparaître. On note que l'homme a également été arrêté pour manque à des conditions de probation.
On est donc à la fin de votre bulletin d'information. Mon nom est Danick Julien. Je veux vous remercier d'avoir été des nôtres ce soir. Je veux quand même vous rappeler que si vous êtes intéressé à participer à la prochaine saison du bingo, c'est possible de le faire. Nous sommes toujours à la recherche de membres pour joindre notre équipe dans divers postes comme l'animation, la distribution et la technique. Pour plus d'informations, on contacte Suzy selon les heures d'ouverture de CJSR au 88 337 4925. Merci à toute l'équipe, merci à nos invités. Et pour l'équipe, c'est Philippe, Charles, Tony, Carole et Suzy. En fait, mon nom est Danick Julien et en terminant, voici des images prises par Philippe Papillon à Donnacona et Cap Santé ce mercredi. Bonne soirée.